Merci de m'inviter à partager cette petite heure avec vous. Effectivement, MTI, c'est en soi un master considéré comme innovant. Et à l'intérieur d'MTI, dans le programme, il y a des choses qui sont un petit peu innovantes aussi. Et donc, je vais vous parler un peu d'MTI, mais surtout des ateliers d'innovation, parce que c'est ça un des éléments importants de la pédagogie. Ces ateliers d'innovation, on va y revenir, mais ce sont des choses qu'à la fois, nous, en tant que chercheurs, on a inventées ou co-inventées avec des entreprises, qu'on a progressivement testé avec nos étudiants. Et à force de faire des ateliers avec des entreprises partenaires, évidemment, on approfondit, on crée des variantes, on professionnalise notre propre pratique. Du coup, ça devient plus facilement enseignable à des étudiants qui, à leur tour, peuvent être formés à ces techniques et être quasi opérationnels en entreprise après la formation. Et évidemment, tout enseignant, tout enseignement a ce type d'objectif. Si vous avez un enseignement en comptabilité et contrôle, en finance, en gestion des ressources humaines, en logistique, en gestion de la qualité, en système d'information, évidemment, dans l'enseignement, il y a une part d'enseignement qui correspond à de l'enseignement technique. Il n'est pas péjoratif de dire que les sciences de gestion relèvent des pratiques et d'une technologie, et aussi évidemment d'acteurs, et donc d'une humanité, pourrait-on dire. Donc, ces ateliers d'innovation, c'est quelque chose qu'on a eu la chance de pouvoir forger depuis une dizaine d'années et un petit peu plus. Mais comme en même temps, la période actuelle, c'est une période dans laquelle, en particulier, les questions d'innovation se posent à tout un tas d'acteurs, des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, des associations, tout le monde de l'innovation sociale est en effervescence importante, il se trouve que les méthodes dont je vais vous parler, elles ont plus que commencé à faire leurs preuves dans un certain nombre de domaines, et que donc se pose aussi la question de leur déploiement et de leur généralisation. Je vais rester sur le pédagogique, et je vais revenir un tout petit peu sur le master MTI, Management de la technologie et de l'innovation. MTI, c'est un master qui existe depuis longtemps à Dauphine, sous ce nom ou sous d'autres noms. Je ne vais pas refaire la généalogie. Et actuellement, c'est un master qui a un parcours pro, un parcours recherche. C'est un M2. C'est en fait un parcours d'une mention qui s'appelle Innovation, Réseau et Numérique, et dans laquelle il y a aussi deux autres M2. Un M2 qui est co-dirigé par Éric Brousseau et Henri Isaac, qui s'appelle Gestion ou Management des télécoms et des médias, et puis un M2 qui est dirigé par Éric Brousseau, qui s'appelle Industrie des réseaux et économie numérique. Et pour MTI, on est en co-accréditation avec l'École des mines ParisTech et l'INSTN, qui est l'Institut national supérieur des techniques nucléaires, des sciences et techniques nucléaires sur le plateau de Saclay. Donc on a une mission MTI qui est d'enseigner tout ce qui tourne autour de l'innovation. Et les ateliers dont je vais vous parler, en fait, s'adressent à une phase très amont de l'innovation, qui est plutôt la phase de génération d'idées, de concepts innovants. Bien sûr, en management de l'innovation, on peut traiter aussi tout ce qui est diffusion, adoption. Ça, c'est un autre chapitre. Ce qu'il faut que vous ayez en tête sur ces ateliers d'innovation et sur MTI en général, c'est qu'à la fois, il y a des origines et un mode de sélection des étudiants. MTI, c'est une promo de 35, avec aussi bien des ingénieurs que des gens qui sont plutôt, je dirais, des sciences sociales, économie, gestion, sociologie, philo, droit, Sciences Po. Et dans ingénieurs au sens large, il faut aussi inclure des gens qui sont docteurs en biologie, en pharmacie, en médecine, en informatique. Donc on a vraiment une très grande diversité de compétences à l'arrivée. La deuxième chose, c'est qu'MTI a un double jury de recrutement, un jury prof, un jury étudiant, et que les critères incluent l'originalité du parcours et l'innovation telle que déjà réalisée sur certaines choses. Donc le petit slogan que j'aime bien employer, c'est de dire qu'on recrute des gens entreprenants et qu'on essaie d'en faire des innovateurs. Et un des résultats, c'est que les étudiants font eux-mêmes un tas de choses pendant l'année. Ils s'occupent d'organiser le voyage d'études. L'an passé, c'était Tokyo, cette année, c'est Séoul. Ils s'occupent d'organiser la conférence annuelle, ils s'occupent du site web, ils s'occupent du blog, ils s'occupent de l'évaluation des cours, ils s'occupent de trouver un parrain pour la promo, ils s'occupent de trouver des sponsors, et évidemment sous notre bienveillante supervision. Mais on ne ferait jamais tout ça si ce n'est pas eux qui le faisaient. Et si vous allez sur le site MTI, vous allez voir une vidéo qui est de qualité professionnelle, bien réalisée par des étudiants, et un tas de choses qui sont gérées, organisées. Une association Dauphinov qui fait aussi un certain nombre de choses. Et du coup, nous, les enseignants-chercheurs, il se trouve que dans l'équipe MTI, mes collègues de Dauphine, moi-même, mes collègues des mines en particulier, on a une pratique de la recherche qui est très terrain.
et on inclut le fait d'inventer des méthodes dans notre pratique de recherche. Et donc, à partir notamment des travaux fondateurs d'HUL à l'École des Mines en théorie CK, CK c'est une théorie du raisonnement de conception, on a progressivement conçu des ateliers, d'abord qu'on a testé avec nos étudiants, et puis ensuite avec des entreprises partenaires. Et du coup, progressivement, comme je vous le disais en introduction, on est devenus des expérimenteurs et du coup des spécialistes de ce type de démarche, qui sont beaucoup plus que des séances de créativité ou de brainstorming. Je vais y revenir un tout petit peu. Ça veut dire que progressivement, dans l'enseignement, dans le programme MTI, on a, ça il y avait déjà, on a renforcé le cours de management de l'innovation, qui est le cours de base que j'enseigne. On y a évidemment inclus les dernières avancées théoriques. La théorie CK, ça a 10-15 ans maintenant, et c'est une théorie qui est publiée et reconnue au niveau international parmi les théories pionnières. Quand avec mes collègues des mines, on fait des workshops sur design theory, vous avez des gens des mines, vous avez les Américains de Stanford, vous avez des gens d'Israël, vous avez des Européens de Suède, d'Allemagne. Donc il y a toute une communauté internationale autour de ce qu'on appelle les théories formelles de la conception, CK étant une des théories phares dans ce domaine. Mais du coup, moi j'ai inclus dans mon cours 2 séances d'atelier, 2 séances d'initiation, d'introduction, et puis on a développé des enseignements complémentaires. Mes collègues des mines enseignent tout ce qui est raisonnement de conception, organisation de la conception de l'entreprise. Un de mes collègues, Sylvain Lanfle, enseigne aussi en pilotage des projets d'exploration. Et puis on a monté un cours qui s'appelle Atelier de conception innovante approfondie. Là, c'est 6 fois 3 heures sur 2 mois, où on part d'un sujet et les étudiants doivent, en groupe, développer des choses innovantes à partir de ça. Et enfin, vu que nous, on a de plus en plus d'entreprises partenaires pour nos recherches et que par ailleurs, les étudiants sont d'un niveau qui est sans cesse meilleur, à la fois parce qu'il y a pas mal de candidats pour MTI, à peu près 120 pour 35 places, et puis par ailleurs, on recrute des gens entreprenants, dynamiques, qui ont envie de se retrousser les manches et de faire un tas de choses. Alors ça, c'est vrai pour tous les masters, bien sûr, mais la pédagogie d'MTI suppose qu'on aille peut-être encore un petit peu plus loin. Eh bien, progressivement, j'ai proposé à certains étudiants de faire des missions d'innovation en entreprise. Et cette année, par exemple, on a 4 missions d'innovation en entreprise qui sont facturées par l'association des étudiants. Ce n'est pas cher du tout par rapport à ce que ça vaut, c'est 5 000 €. Si vous faites faire ça par une société de conseil, à supposer qu'il en existe, vous rajoutez un 0 au moins. Et à partir de là, les entreprises accueillent ces groupes d'étudiants, ils sont 4, 5, 6 par mission. Cette année, par exemple, on a une mission pour Orange sur le café numérique de 2030. On a une mission pour Métro sur la restauration connectée et innovante by Métro, et ce genre de sujet. On en a 4. Et du coup, les étudiants ont l'occasion, puisque ça se déroule en parallèle de l'atelier de conception innovante approfondie, ils appliquent en entreprise ce pourquoi ils viennent de s'entraîner en cours, pas sur le même sujet. On ne leur donne pas le même sujet en atelier, en cours, et dans la mission qu'ils ont à faire en entreprise. C'est pratique aussi parce qu'évidemment, il peut y avoir des questions de confidentialité. On ne va pas non plus tout mutualiser. Vous voyez que tout ça forme une espèce de système logique de montée, de croissance progressive des compétences. Et évidemment, plus nous, on est capable d'être très très professionnel sur le terrain quand on en fait nous en entreprise, plus on est capable de transmettre aux étudiants. Évidemment, comme on est chercheur, on cherche sans arrêt à améliorer, à créer des variantes, à tester. On profite de ces ateliers pour récupérer du matériau pour nos recherches. Par exemple, on fait des recherches sur l'émergence des concepts dans les conversations. Il est clair que si vous enregistrez des ateliers et que vous analysez les discussions qui ont lieu, que ce soit des ateliers en présence physique ou des ateliers en ligne, vous avez évidemment un matériau pour la recherche qui est tout à fait intéressant. Alors on va se replonger dans l'ambiance des ateliers. J'ai quelques photos, si ça veut bien passer, ça ne veut pas, on va le faire comme ça. Là, vous avez une salle de Dauphine du 7e étage, vous avez des étudiants qui sont en groupe. Là, vous avez ceux qui sont debout, qui sont devant leur paperboard, plein de post-it, qui sont en train d'expliquer aux autres où ils en sont, et les regroupements de post-it qu'ils ont pu faire à partir de leurs réflexions. Ici, c'est sur le parapluie innovant. Les mêmes, en plan un peu rapproché. Donc vous voyez un mélange de, à la fois au fond, ceux qui sont en train de coller leurs post-it et d'essayer de les regrouper, et puis ceux qui sont sur la table, qui sont en train de discuter. Il y a une ambiance sympa, un peu bazar,
hein, un peu Fab Lab, on pourrait presque dire. Il y a des trucs qui traînent un peu partout. C'est un peu la profusion. Il y a des post-it dans tous les sens. Il y a des trucs écrits. Il y a de la connexion sur Internet pour aller voir si les idées qu'on a, Google nous dit quelque chose dessus. Là, c'est dans l'LP. L'LP, ce n'est pas l'endroit le plus convivial de Dauphine. Hein, il fait froid en ce moment. Mais ça m'arrive pour certains masters, par exemple le master de management, il y a quand même près de 90 étudiants. Et donc, on met 15 groupes en créativité qu'on aligne dans l'LP avec 6 ou 7 animateurs. Mais on fait ça aussi, par exemple, dans le M1 IRN, certains étudiants sont là aujourd'hui. La promo est plus petite, ils sont 15 à ce stade dans ce M1, en tout cas dans les cours spécifiques d'innovation. Et donc là, on peut faire ça dans une petite salle normale. Et là, vous voyez qu'au fond, on peut rendre agréable n'importe quel endroit. On n'a pas forcément besoin d'une salle aménagée pour la créativité avec tout ce qui signe dans les entreprises quelquefois une ambiance détendue. Là, on se met n'importe où. Et du moment qu'on est entre gens qui ont envie de bosser et avec un peu de matos et puis l'envie d'innover, il n'y a pas de problème. Voilà, là, un groupe en rapproché. Matt Fuller, qui est un doctorant sous ma direction, qui travaille sur les Fab Labs, qui est là animateur sur ce groupe. Et vous voyez qu'il y a un échange un petit peu sympa, un peu animé entre les étudiants. Et Matt écoute, il y a une blague qui vient d'être lancée, mais l'humour a de très bonnes propriétés pour l'innovation. Et du coup, évidemment, il s'agit de choper les idées intéressantes qui passent et d'essayer de les transformer en concepts qui ont un peu de valeur. Un groupe ici d'étudiants chinois, du master MIB, Master in International Business, puisque mes collègues m'ont demandé de plus en plus, de M2 de Dauphine, viennent me voir et me disent « tu ne pourrais pas nous faire un atelier dans notre programme ?» Donc voilà, je suis absolument ravi, même si ça fait pas mal d'heures en plus. Et là, ils sont en train de travailler sur le Crous innovant, l'alimentation étudiante innovante pour Dauphine. Et ils se sont pris au jeu. Il y a 12 ou 13 étudiants chinois dans cette formation. Il y en a 7 qui se sont mis ensemble pour former un groupe et les autres qui se sont disséminés dans les autres groupes. Et ils se sont vraiment pris au jeu, comme quoi l'innovation est très interculturelle. Il n'y a pas vraiment de problème d'adaptation à l'esprit et à la lettre des choses pour eux. Un petit plan rapproché sur ce groupe de Chinois qui sont en train d'échanger pendant que l'une jette un œil à ses messages quand même. Mais ça, c'est 2016. Voilà, une discussion animée encore à propos d'une réflexion sur, je ne sais plus ici, s'il travaille sur le sac à main du futur ou sur que faire d'une voiture quand elle ne roule pas. Alors on donne des sujets qui sont des sujets grand public, de sorte que la base d'expertise soit accessible facilement. Donc typiquement, au début, j'imposais des sujets, puis au fur et à mesure qu'on est devenu qualifié et à l'aise, nous, les profs et les animateurs, on a laissé les étudiants proposer. Donc on fait un mix, en général, quand ils veulent des trucs un peu trop techniques ou pas très propices à l'innovation de notre point de vue, on les dissuade. Mais du coup, on a des choses comme le parapluie innovant, le caddie malin, les lunettes intelligentes, les déconnexions innovantes. Dans le master 206 distribution et relations clients, ma collègue Valérie Renaudin m'a demandé de les faire travailler sur les proximités innovantes, puisque c'est un peu un des thèmes de l'année, forcément, quand vous êtes en distribution et relations clients, les proximités, c'est absolument clé. Et j'ai dit, écoute, ça va être difficile, ils vont en baver, mais d'accord, on relève le défi, parce que c'est très abstrait, les proximités innovantes. Et c'était en fait des formats où j'avais 12 heures, 3 heures de cours, 3 fois 3 heures d'atelier. Et en fait, la première séance a été assez catastrophique de leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de complètement patauger. Et puis en fin de deuxième séance, ça allait déjà un peu mieux. Et la troisième séance, ils ont sorti des choses au point que, en présence de Valérie Renaudin qui était là, j'ai dit à 2 groupes, vous savez, il y en a qui ont créé des entreprises avec moins que ce que vous venez de proposer là. Et ils avaient bossé 3 fois 3 heures, et c'est tout. Donc, quand vous avez des gens qui vous sortent des concepts innovants, par exemple, des concepts d'aménagement d'enseignes comme Monoprix, pour faire de la place à des proximités innovantes, pour que les gens se rencontrent, cuisinent ensemble avec les produits qu'ils trouvent dans le magasin, etc. Quand vous avez des gens qui vous proposent des systèmes de distribution automatique de parapluies avec gestion d'un réseau, quand vous avez des gens qui travaillent sur des façons innovantes de se prêter les voitures quand on n'en a pas besoin, tout ça, c'est à la fois des choses qui existent un peu, et en même temps, on ajoute à chaque fois des choses innovantes.
sur le master distribution et relations clients, par exemple, on avait un produit quasiment clé en main qui combinait, alors bien sûr, nous les animateurs, des fois, on apporte des idées, d'accord? Parce qu'après 10 ou 12 ans d'ateliers d'innovation, vous avez une tête absolument pleine d'un tas de choses. Et d'ailleurs, au passage, c'est un risque qu'on a, nous, c'est-à-dire que si on se laisse aller à vouloir donner un tas d'idées, d'abord, ça empêche les étudiants, eux, d'aller à leur rythme, et puis deux, on risque de les fixer sur des choses alors qu'ils auraient d'autres idées, éventuellement meilleures que les nôtres. Et puis enfin, nous, au bout d'un moment, il se peut qu'on ait des fixations, des trucs qu'on aime bien et qu'on essaie de recaser, qu'on en soit conscient ou pas. Donc il faut absolument garder une espèce de fraîcheur. La candeur, la vraie ou la fausse, a de bonnes propriétés aussi en innovation. Mais un des groupes d'étudiants a par exemple imaginé un restaurant dans lequel il y ait des restaurants finalement à Paris, à New York, à Berlin, à Tokyo, etc. Il y a des petites questions de décalage horaire, mais on pourrait avoir des tables qui seraient en communication haute définition avec des tables équivalentes dans les restos partenaires. Et puis on pourrait déjeuner face à un miroir, mais qui montrerait les gens qui sont de l'autre côté de la table dans l'autre pays. Et on peut imaginer un tas de variantes. Ces gens-là pourraient être choisis d'avance. On a des copains à New York ou à Johannesburg, si vous ne voulez pas de décalage horaire. Mais il pourrait y avoir aussi une salle à côté, un peu façon Starbucks, qui est le World Café, où il y a un grand mur avec des photos de tous les gens d'autres cafés dans le monde avec lesquels on aurait envie d'être connecté, ou d'engager une conversation, ou de dire tiens, toi et toi, ça te dit, on va dîner ensemble, et hop, on va à la table avec les caméras haute définition. Mais évidemment, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'un des nerfs de la guerre, c'est de creuser des idées pour lesquelles on sent qu'il y a un potentiel de valeur. Et le potentiel de valeur, là, il est double. Il est dans le fait que, vous allez recroiser des choses qui existent déjà dans des enseignes comme Starbucks ou autres, ou dans des entreprises comme Orange, vous avez beaucoup de boîtes qui ont des systèmes de visioconférence haute définition. Mais d'un autre côté, et je vois notre directeur des systèmes d'information qui est là, vous transposez ça à un amphi connecté dans Dauphine et vous avez un tas d'idées. Quand vous remarquez que Dauphine a eu la bonne idée de mettre des sièges et des petites tables conviviales au palier du bâtiment central et que c'est très fréquenté et que les gens adorent ça, vous comprenez qu'en 2016, si vous imaginez des amphis connectés, il faut qu'ils soient aussi connectés conviviaux, c'est-à-dire que l'amphi soit un endroit où on puisse s'asseour et prendre des notes, mais aussi, en même temps ou pas loin, qu'il y ait des endroits pour les discuter, bosser en groupe, se connecter à d'autres, avoir une convention avec, on a je ne sais pas combien de conventions avec des universités étrangères, et moi je suis prêt à faire des ateliers en duplex avec où vous voulez dans le monde, il n'y a aucun problème pour essayer ça, vous voyez. Donc c'est ça, ces phases amont d'innovation, c'est qu'on explore tous azimuts, tout en gardant en tête qu'il faut un potentiel de valeur, il faut une direction, ce n'est pas juste de la créativité débridée. Et au fond, le fait de transmettre ça à nos étudiants, le fait de transmettre ces capacités à des entreprises, à des collègues universitaires, qu'ils soient dans l'administration ou collègues enseignants, ça c'est à la fois nécessaire et en tant qu'enseignant très agréable. Autrement dit, il y a un tas de gens qui sont créatifs, mais on peut booster le niveau de tout le monde en leur faisant vivre des ateliers de ce genre. Parce qu'au fond, c'est presque des ateliers de défixation. On apprend à penser en dehors du cadre. Alors tout le monde vous dit ça, bien sûr. Penser en dehors de la boîte, on va dire. Mais oui, bien sûr. Créer un climat propice à la créativité. Comment imaginer autre chose, d'un certain côté. Mais on fait comment, concrètement? Et en fait, il y a des gens qui vous disent « oui, mais c'est compliqué dans l'entreprise, il y a des querelles de pouvoir, il y a des silos, chacun a son boulot, il y a des logiques locales, il y a des inimitiés, il y a des conflits. » Oui, bien sûr. Mais notre expérience de 10 ou 12 ans, elle nous montre qu'on oublie, quand on dit ça, qu'il y a une partie des résistances, des gens qui ne veulent pas avancer, qui sont dues juste à la façon dont les chakras cognitifs, si j'ose dire, sont polarisés dans leur tête. Ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils sont capables beaucoup plus de penser de façon innovante qu'ils ne le croyaient eux-mêmes. Et du coup, quand vous avez des gens qui se mettent à s'enthousiasmer sur un projet parce qu'on les a défixés et qu'ils deviennent capables de prendre le risque d'amener des idées innovantes, farfelues, bizarres, étranges, mais derrière lesquelles on va trouver un potentiel de valeur, alors, du coup, l'enthousiasme créé par ça et la polarisation sur un projet mobilisateur, elle va faire tomber une grosse partie, je peux vous le dire, des résistances personnelles, politiques, etc. Après, sur la structure, c'est un peu plus compliqué, parce qu'évidemment, si d'un côté, vous avez des gens qui adorent participer en collaboratif à des choses, que ce soit un atelier d'innovation, un Fab Lab, un Makerspace, un Living Lab et tout ce que vous voulez, mais que d'un autre côté,
le contrôle de gestion et la RH de la boîte continuent à mesurer les implications sur des projets par tranche de 2 heures et ne comptent pas ce temps-là comme temps productif, au bout d'un moment, il y a un problème. Voyez ? Sauf que, on a commencé à le faire dans les entreprises, vous embarquez les RH, les juristes, les compteurs de gestion, les comptables, le directeur financier, dans certains cas même le directeur des systèmes d'information. À Dauphine, ce n'est pas la peine, mais là-dedans, et du coup, ils comprennent, voyez ? Vous ouvrez un Fab Lab et le juriste vous dit « mais attends, c'est pas possible, il y a des problèmes de propriété intellectuelle, tout ça ». Vous lui dites « bon, oui, d'accord, viens bosser avec nous au Fab Lab, puis on va peut-être essayer d'inventer un peu le droit qui va avec ça ». D'accord ? On essaie de faire les deux, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors, du coup, évidemment, ces compétences acquises là, pour les étudiants, on laisse personne, je dirais, au bord de la route. Moi, j'ai aucun exemple d'étudiant qui n'est pas accroché au truc et qui ne soit pas arrivé à participer à sa façon à la faire. Donc, vous gérez en même temps mise en créativité et dynamique de groupe. Beaucoup d'étudiants, maintenant, bossent en groupe. Le rapport est passé de 1 tiers, 2 tiers à 2 tiers, 1 tiers en 15 ans, pour le temps de travail en groupe dans des études. En entreprise, c'est pareil. Et donc, le fait de voir que quand on travaille sur un projet d'innovation, la dynamique de groupe est plutôt plus facile que si on est en mode projet classique ou en mode, je dirais, même entraînement à la négociation, etc. Là, c'est au contraire, on veut tester les difficultés. Du coup, ça donne des habitudes aux étudiants, et c'est pareil pour les gens d'entreprise, qui leur servent pour tout. Alors, pas absolument pour tout, on ne veut pas se mettre en mode de créativité tout le temps, bien évidemment, mais cette habitude de bosser ensemble, de respecter les idées que chacun a, d'essayer d'en faire quelque chose, cette espèce d'écoute qui est quelquefois un slogan ou une injonction, là, on la vit. Autrement dit, dernière chose, avant de passer à 3 éléments de conclusion, vous pouvez toujours expliquer un tas de trucs. Au bout d'un moment, il faut dire, bon, ok, je vous ai expliqué 2-3 choses, là, c'est bien, maintenant, on le fait, l'atelier, et puis après, on en discute. Alors, un atelier, je vais vous épargner le détail de chacune de ces cases, mais telles qu'on les a développées maintenant en entreprise, il y a une phase de définition. Ça s'appelle DKCP. D comme define ou définition. Là, on définit le champ d'innovation et on fabrique la phase K, qui est la phase de mutualisation des connaissances pertinentes. C'est quoi des connaissances pertinentes ? C'est des connaissances qui sont à la fois évidemment cœur de métier ou centrales sur l'objet qu'on conçoit, et puis des connaissances qui, a priori, on peut avoir, mais dont on pense qu'elles seraient intéressantes. Si vous avez des questions là-dessus pendant la discussion, j'y répondrai. Une fois qu'on a fait ça, nous, on a pris un tas de notes, les animateurs, pendant que les gens qu'on invitait faisaient des exposés sur tout ça, et on infère des concepts qu'on appelle des concepts projecteurs, qui sont des thèmes pour la partie C, qui est la partie de créativité proprement dite. Et puis, une fois qu'on a géré la partie C, on passe en mode K, en mode P, pardon, qui est le mode projet ou proposition. Là, on reconverge vers des choses qui ont un réel potentiel à être transformées en projet. Petit exemple très rapide sur un projet ANR qui s'appelle Lien social, habitat et fragilité dans la ville innovante de 2030. Pour ceux que ça intéresse, la conférence de clôture, c'est demain en salle Raymond Aron, de 9h à 17h30, 18h. Mais c'est juste pour vous montrer très rapidement, on a décidé qu'on innovait sur ces questions de rapport entre lien social, habitat et fragilité, en se donnant le cadre de la ville innovante de 2030 pour se situer hors du cadre actuel ou en partie. On a échangé énormément de connaissances, d'expertise, d'éléments d'expérience. Ça a donné un paquet de post-it que vous voyez en tout petit, là, sous l'étiquette 146 expressions issues de cas. Ça a donné des propositions conceptuelles qu'on a peaufinées, triées, et qui ont donné finalement 3 thèmes pour la partie C, créativité. Et là, on a des drôles de choses. Le territoire à énergie sociale positive. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que ça pourrait être ? D'accord ? C'est comme un peu au-dessus, on ne l'a pas repris tel quel, mais c'est inclus, le GPS de la vie fragile. Le GPS de la vie fragile, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais personne ne sait ce que c'est. Ça, c'est une chose bizarre en innovation. C'est d'être capable de parler précisément de choses qu'on n'est pas capable de montrer, qui n'existent pas encore. Comprendre ça, ça prend un peu de temps, mais je peux vous dire que pendant des études, comme en entreprise, ça vous déverrouille des maléfices quasiment, dans les communications et dans l'efficacité des projets.
Donc le territoire à énergie sociale positive, c'est un territoire génial où pratiquement on produit plus d'énergie sociale qu'on en consomme, où tout le monde a envie de solidarité, d'entraide, où on est innovant sur des dispositifs classiques ou moins classiques, avec des acteurs existants, institutionnels, ou en créant sa boîte, ou en créant son association, ou en faisant un Fab Lab social, ou etc. Vous voyez ? Donc c'est un territoire qui pulse en quelque sorte. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Sauf que si vous incluez là-dedans le GPS, par exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un GPS, et donc on peut reprendre par analogie du GPS des propriétés de guide, d'information à communiquer, de coordination, et innover sur ce GPS particulier qui serait le GPS de ma vie fragile. Une fois qu'on a travaillé en atelier de conception sur cette phase dite C, on passe à un mode qui est plus un mode projet, mais attention, projet d'exploration, pas projet à développer. Par exemple, pour ce projet dit l'ISOASIF, c'est l'acronyme barbare du projet, eh bien, on a un sous-projet qui s'appelle Expédition apprenante de la fragilité, un autre qui s'appelle le chez-soi-ologue, un autre qui s'appelle l'Observatoire du lien social, et ainsi de suite, jusqu'à robots et objets connectés. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un site web et la journée de clôture demain. Pour terminer et laisser du temps à la discussion, 2 citations d'étudiants que je lis avec vous. Un étudiant MTI qui dit qu'au fond, c'est plus que la simple application d'une méthode, cette affaire d'atelier, c'est vraiment apprendre à s'ouvrir l'esprit, et pas seulement au sens d'une culture générale, vraiment au sens d'une exploration raisonnée de l'inconnu. Au fond, notre cerveau travaille sur des réseaux d'analogies. Ce réseau d'analogies n'est pas fixe, il est en partie créé par le langage quand vous l'apprenez, le langage étant lui-même la résultante d'une interaction avec la réalité. Et au fur et à mesure de vos expériences de la vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, vous allez enrichir votre base d'analogie. Et au fond, ces ateliers-là, ils vous apprennent à circuler de façon fluide et créative dans ces réseaux d'analogie. Voilà. Une étudiante du Master 206, distribution et relations clients, c'est intéressant. Elle a trouvé que c'était les 9 heures d'atelier, c'était pas de suite quand même, mais ils ont trouvé ça long et fastidieux, bien que ludique. Long et fastidieux, bien que ludique. C'est très intéressant comme remarque. Ça veut dire qu'en gros, ils ont l'impression d'avoir pataugé, d'en avoir bavé. Il y a plein de moments où ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Sauf qu'en séance 3, pendant les restitutions, quand ils ont vu ce qui sortait, là, ils étaient assez bluffés eux-mêmes, ils étaient fiers, ils étaient enthousiastes de voir ce qu'ils étaient capables de sortir en 3 fois 3 heures. Et donc, avec le recul, finalement, ils se sont dit, on a manqué de temps, on aurait aimé avoir plus de temps, sauf que le paradoxe est intéressant, je terminerai par là, c'est que si je leur avais donné plus de temps tout de suite, ils auraient pris leur temps et ça aurait été moins bon. D'accord ? Donc, il vaut mieux dire que vous avez 3 fois 3 heures, et une fois qu'ils se sont vraiment mis en mode turbo pour sortir ce qu'ils ont sorti, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, mais on n'a plus le temps, alors on sort ce qu'on a. Ça, c'est super utile en entreprise. On passe son temps à ne pas avoir le temps d'avoir fini. D'accord ? Et au fond, c'est justement pour ça que si on est un peu bon, on va à l'essentiel et qu'on sort les idées. Il y a des entreprises maintenant qui m'appellent et qui me disent, voilà, on a 20 idées sur le réseau social d'entreprise, là, parce qu'on a posé une question qui était un peu un appel à solutions créatives, mais on sait que si on laisse les 20 idées comme ça, il ne va rien se passer. Est-ce que vous pourriez nous organiser un atelier d'une journée, de 2 journées, mais qui soit un boost de ces idées? Objectif, 8 jours plus tard, on veut présenter les idées au comité de direction de l'entreprise. D'accord ? Bon. C'est intéressant quand même à tester ça. Et du coup, on a testé des trucs qu'on a appelés les One Day Workshops, c'est des turbo boosts d'ateliers de créativité. Mais par ailleurs, les ateliers qu'on a pu faire avec la RATP, avec Safran, avec Thales, avec d'autres, souvent c'était des ateliers sur 6-9 mois, d'accord, des opérations beaucoup plus lourdes qui impliquaient 40 ou 50 collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant aussi, évidemment, pour tirer les leçons qu'il convient de tirer, à la fois pour la recherche, pour l'enseignement, et pour finalement l'invention de méthodes de management innovantes qui font qu'on pratique une recherche intervenante, collaborative, qui emprunte au conseil un certain type de professionnalisme dans une fourniture de prestations intellectuelles et pratiques, et puis évidemment les exigences de la recherche à la fois sur les méthodes elles-mêmes et le fait pour nous de les valider non seulement en pratique, mais par rapport à un certain nombre de théories, soit dont nous serions les auteurs, soit que nous emprunterions à tel ou tel
travail de recherche dans la communauté internationale. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois, et puis laisser la place à quelques questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci. J'ai un micro, y a-t-il des questions? Merci pour votre présentation succincte mais convaincante. Ce qui m'intéresse, moi je suis linguiste, je suis professeur d'anglais à Dauphine, c'est la créativité langagière de tout ce que vous avez parlé. C'est fou le nombre de mots que vous créez tout en nous expliquant cette innovation et c'est très intéressant. Et est-ce qu'il en reste des traces de ces mots? Est-ce qu'ils sont colportés? Est-ce qu'ils se font une place? Oui, c'est une question très intéressante que vous posez. À la fois, les spécialistes de sciences du langage ont des choses à dire sur tout ce qui est de l'interprétation, par exemple. Mais en même temps, comme vous dites, on fabrique des expressions nouvelles. Et d'ailleurs, au passage, il se trouve que l'anglais a parfois de bonnes propriétés de concision. Vous voyez ? Par exemple, si vous dites Design and Demo Center, c'est plus percutant en anglais qu'un centre de démonstration et de conception. Okay. Si vous dites un restaurant innovant et connecté, on va dire by métro, pour dire par métro. Donc on va utiliser quelquefois de l'anglais ou du franglais ou du mélange pour forger les expressions qui vont bien. On sait bien aussi, mes collègues en marketing et en stratégie en particulier, que quand vous inventez quelque chose de si nouveau qu'un mot nouveau apparaît, quelquefois ça devient le nom commun du produit, un post-it, du sopalin, un Polaroid, un Walkman, et ce genre de choses. Ce qu'il en reste, c'est deux choses. Il en reste la prise d'habitude d'un jeu sur les mots au sens noble du terme. C'est-à-dire que la sémantique, Odile Schall est dans la salle, et connaît ça bien aussi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant en réalité. Quand on dit le GPS de ma vie fragile, pourquoi c'est un concept projecteur efficace? C'est parce qu'il est inspirant. Et il est inspirant non pas seulement au sens d'une dissertation de français ou de philosophie, il est inspirant aussi en termes de qu'est-ce que j'explore dans l'optique d'arriver à générer des choses qui deviendront des projets qu'on pourra éventuellement développer et commercialiser ou diffuser. Et là, les sciences du langage, dans leur version actuelle, sont limitées elles sont prisonnières de l'interprétation, puisque nous, on est dans la génération. Vous voyez ? Par exemple, le bouquin de mes collègues Fauconnier et Turner qui s'appelle How We Think, qui porte sur un certain nombre de choses très intéressantes, comme ce qu'ils appellent le conceptual blending, le mélange conceptuel. J'étais très avide de lire l'ouvrage parce qu'il y a un chapitre sur la créativité au milieu, et c'est le chapitre où ils ont le moins de choses à dire. Il n'y a pratiquement rien dans ce chapitre qui m'intéresse, moi, j'entends, c'est très intéressant. Mais nous, on travaille sur concept generation, pas sur interprétation. Vous voyez ? Quand vous créez, ce n'est pas de l'interprétation. Vous créez quelque chose qui ensuite va générer des interprétations, peut-être. Hein, c'est pas... La deuxième chose qui reste, les gens nous le disent, c'est une architecture conceptuelle. Les gens de Thales, par exemple, pour qui on a travaillé sur le cockpit du futur il y a quelques années maintenant, et qui nous ont fait le plaisir de nous apprendre qu'ils avaient gagné l'appel d'offres sur l'Airbus A350 avec des choses qui sont sorties de l'atelier. Donc nous aussi, on est fiers de dire aux étudiants, regardez, les méthodes qu'on vous enseigne, elles ont l'air quand même d'être plutôt performantes. Il n'y a pas que nous qui le disons. Ils nous ont dit récemment, vous savez, quelques années sont passées, mais tous ces mots-là qui sont sortis, les concepts projecteurs, les projets et les arbres de conception, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça, mais dans l'espace des concepts, il y a des arborescences qui décrivent les idées et leurs sous-ensembles successifs. Ça nous sert toujours d'architecture conceptuelle, on pense avec ça. Et ils ajoutent une très belle phrase pour un spécialiste de management. Ils nous disent « on ne fait plus jamais de la veille comme avant ». On ne fait plus jamais de la veille comme avant, ça veut dire qu'on a changé de langage. Et du coup, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, de lunettes pour regarder la réalité. Merci, c'est le dinosaure, c'est les DSI, voilà. Merci beaucoup pour cet atelier. J'avais une question, c'est à votre avis, la difficulté dans l'innovation que, en tout cas, on perçoit, c'est des fois des publics qui entre, par exemple, on va prendre le cas de l'université, les étudiants d'un côté, les profs de l'autre. Comment
décloisonner les process d'innovation qui permettent de s'appuyer non pas sur des chocs générationnels ou des chocs des uns des autres, mais sur une co-élaboration, une co-innovation en cassant les frontières d'espace ou entre justement tous ces corps différentes qui cohabitent. Mais pas forcément quand on parle d'innovation et numérique en particulier, il y a forcément de consensus. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont nés avec le numérique et d'autres, enfin, moi je me mets dedans, hein, on est en train d'apprendre et j'ai tendance à dire ces chocs générationnels, etc., comment faire en sorte d'innover ensemble et de casser les murs, de penser voilà, de penser et des choses établies pour fluidifier tout ça. Alors c'est une question passionnante et la réponse est assez simple en fait. Le premier niveau de réponse, c'est de dire, du moment que vous mettez des gens ensemble dans ce type d'atelier, ça fonctionne. Vous voyez ? Il faut vraiment être borné ou être plein de préjugés ou être, j'allais dire, extinctif plutôt qu'instinctif pour que ça ne fonctionne pas. C'est sûr que si dans un atelier comme ça, quelqu'un passe son temps à dire on l'a déjà fait, ça ne marchera pas, c'est pas possible à Dauphine, c'est bon. Mais quand c'est arrivé, ça, en entreprise, c'est arrivé, les gens se sont auto-éjectés. C'est-à-dire qu'en fait, l'atelier, il a avancé, c'était infrénable, et les personnes ne sont pas revenues. C'est tout. C'est très rare, en fait. Hein. On arrive à les faire basculer. Et dans le même registre, sur ce premier élément de réponse, par exemple, dans le projet que je vous ai montré très rapidement sur lien social, habitat, etc., je fais ça en général, mais je l'ai fait là en particulier. Dans le projet, tel qu'il est géré, puisque DRM est coordinateur, il y a aussi, par exemple, Françoise Carbon, qui est l'assistante de mon équipe MLab, qui fait partie des gens qui ont eu à nous aider sur le projet. Stéphanie Pitoun, qui est la chargée de coordination du cercle de l'innovation pour la Fondation. Quand on a fait elles étaient avec nous sur le projet, donc elles sont venues assister à la phase K. Et je leur ai dit, si vous voulez, et elles ont dit oui tout de suite, et elles ont fait les ateliers avec nous. Françoise, Stéphanie et d'autres, elles ont participé, elles ont fait leur post-it comme les autres, et je peux vous dire qu'elles avaient plein d'idées. Il n'y a aucun problème, vraiment aucun, d'accord ? Ça peut arriver que quelqu'un qui a l'habitude d'être considéré comme une secrétaire, elle ait un peu du mal à être à l'aise tout de suite avec, mais ça dépend comment vous êtes avec les gens en fait, hein, à la base. Donc dans MTI, à partir du moment où on dit au début de l'année aux étudiants, vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes des consultants juniors, ça veut dire qu'on va faire du travail de pro cette année, y compris dans le parcours recherche. Et que donc les missions en entreprise, il y aura un livrable qui sera au canon de ce que c'est qu'un livrable de consulting. Les étudiants, ils commencent à prendre l'habitude qu'on les considère, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'on ne les considère pas si on ne leur dit pas qu'ils sont des consultants juniors, je dis simplement que MTI, c'est une ambiance où au bout d'un moment, on s'appelle par les prénoms. Moi, je vous vois et il me vous voit, mais Lionel, mon co-directeur, par exemple, il passe au tutoiement assez vite. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. C'est un élément parmi d'autres. Et du coup, forcément, les étudiants, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient qu'ils ont des idées, mais que nous, on a aussi du réseau, qu'on a aussi des idées. On bosse ensemble. Effectivement, la génération du numérique, deuxième partie de la réponse, elle va être plus vite, plus à l'aise sur un tas de trucs que nous, on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas ou pour lesquels on a des réticences. Parce que voilà, à mon âge, moi, je me dis, bon, est-ce bien raisonnable d'aller aussi loin que ça ? Sauf que là, il y a un autre bout de ma tête qui me dit, attends, des gens comme toi, ils ont dit ça aussi au moment du téléphone, du télégraphe, de la presse à imprimerie, etc. Donc, sauf que, dernier élément de la réponse, quand on innove, on peut avoir un tas d'idées en mode divergent, en mode débridé. Sauf que le pilotage par les concepts, qui est implicite derrière ce que j'ai dit, il va garantir qu'on va progressivement inclure ou réinclure un certain nombre de contraintes. Et là, on se retrouve à égalité, en fin de compte. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe qui va concevoir, mettons, un système numérique génial, et puis tout d'un coup, vous allez rajouter une contrainte qui serait respectueuse des libertés individuelles et non traçable plus 24 heures. Parce qu'on a décidé que c'était un peu le côté Snapchat, mais appliqué à une situation numérique d'enseignement. À ce moment-là, on se retrouve bien plus à égalité qu'on ne le pense face au projet tel qu'il doit évoluer. Parce que, au fond, les expertises des uns et des autres existent, mais elles vont se réaffirmer sur un objet qui est décadré par rapport aux objets initiaux. C'est-à-dire que, dans une situation de cours classique, d'accord,
le prof, il est prof, les étudiants, ils sont étudiants, et si on n'a pas grand-chose à reconcevoir à part à la marge, les rôles sont comme ça, les étudiants prennent des notes et posent des questions, le prof vient. Bon. En situation d'innovation puis d'expérimentation de cours innovants, d'ailleurs, d'abord avec le numérique et les innovations pédagogiques, il y a de fortes chances pour que les rôles se mélangent davantage, hein, des classes inversées, des trucs comme ça. Et puis par ailleurs, si vous rajoutez le respect mutuel et pas mal de générosité intellectuelle dans le bazar, au fond, on va tous être ensemble pour fabriquer un truc nouveau. Et moi, je serais stupide de ne pas reconnaître que dans ma promo MTI ou dans d'autres, il y ait des gens qui, par exemple, soient déjà des as du montage vidéo ou aient déjà expérimenté un tas de logiciels du type plateforme collaborative et déjà bossé, c'est le cas d'un de mes étudiants du M1 IRN, il a déjà collaboré avec le NUMA ou des endroits de ce genre qui sont des espaces collaboratifs, des tiers-lieux de l'innovation, comme on dit. Et quand on mixe tout ça, ça marche. Parce que si moi, par ailleurs, je leur dis, bon, attends, tu veux voir le Fab Lab de Renault? Attends, je passe un coup de fil. On va en Corée, là, on va visiter des Fab Labs. On est sur place, tu veux quoi? On revient avec de l'info. Voilà, bah, c'est parti, quoi. Et ça, c'est un peu... ça ne se décrète pas, la Silicon Valley. Hein, donc là, c'est pareil. Mais il y a une espèce d'écosystème, si on n'est pas trop mauvais, qui pourrait fonctionner. Il ne faut pas prendre la grosse tête, ni les étudiants, ni les profs. On peut se planter, mais waouh, on s'éclate, quoi. Voilà, faut essayer des trucs. Hein, voilà. Après, faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas généraliser avant d'être sûr. Voilà, mais si on peut prototyper, on peut. Si on peut essayer, on essaye. Si c'est trop coûteux d'essayer ici, on essaye là, en se faisant prêter les locaux. Tout ça, c'est du réseau et c'est de la connivence, c'est de l'ouverture. Et après, du coup, les gars chez qui vous êtes allés essayer votre amphi connecté, parce que pour l'instant, vous n'avez pas les sous pour le tester à Dauphine, ils vont vous rendre la politesse d'une autre façon, c'est pas grave. Mais ça, alors là, pour le coup, c'est vieux comme... c'est millénaire, ce que je vous dis là. C'est totalement indépendant du numérique, ce genre d'ambiance. Vous allez chez Edison, vous allez au début du siècle, il y a un tas d'endroits, y compris il y a très longtemps, qui fonctionnent comme ça. Bonjour, je m'appelle Alain Thor, je suis chargé de projet responsabilité sociétale de l'Université Paris-Dauphine. Vous avez cité des exemples de projets qui concernaient l'université où les étudiants ont travaillé ou réfléchi sur l'université. Est-ce que vous en auriez d'autres que ceux que vous avez cités sur le Crous, où je sais qu'il y a des étudiants qui ont travaillé sur l'université du futur aussi, quelque chose comme ça? En fait, dans le master de management, un de vos camarades était venu me voir, parce qu'il est délégué étudiant au CEVU, je crois, et il m'avait dit, voilà, il y a 4 groupes de travail, un sur le logement, un sur l'alimentation, un sur la mobilité, et un sur le financement des études, je crois, de mémoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter du fait qu'on va avoir des ateliers d'innovation pour travailler là-dessus? D'accord. Alors, j'avais choisi de ne pas traiter le financement, parce que ça me semblait un petit peu peut-être délicat ou prématuré, ou je ne me sentais pas légitime. En revanche, on avait fait un groupe sur le logement étudiant innovant, un groupe sur l'alimentation étudiante innovante et un groupe sur la mobilité étudiante innovante. Ils en avaient un peu bavé, les étudiants, mais on avait sorti des trucs vraiment pas mal. Alors, typiquement, ça avait regroupé, je ne dis pas qu'on y soit pour quelque chose, mais MyDauphine, par exemple, comme plateforme, ça reprend, ou en tout cas, c'est concomitant, il y a des choses qu'on avait pensées. Sur l'alimentation, on a proposé des trucs délirants, mais auxquels je crois, moi, personnellement. Par exemple, une épicerie expérimentale. Par exemple, des food trucks d'intérieur. D'accord? Mais ça, c'est quoi le concept derrière? On sait tous qu'il y a la queue au Crous. Mais si vous combinez des trucs un peu malins du côté de plateforme de réservation, et on a dit food truck parce que c'est la mode, mais on va dire des chariots un peu designés pour ça, qu'on amènerait à différents points de l'université pour faire de la livraison à la volée, vous voyez? Je ne dis pas que ça va marcher, je dis que ça vaut drôlement le coup d'y réfléchir. Peut-être que ce ne sera pas faisable in fine, mais peut-être que ce sera possible d'y réfléchir dans le cadre de la rénovation de l'université, par exemple. Vous voyez? Alors évidemment, c'est là qu'on voit le potentiel de valeur. C'est que les mêmes groupes auxquels j'avais suggéré le food truck, etc., juste à côté, il y avait un autre groupe qui travaillait aussi sur cette question-là. Et à un moment donné, il me propose de bosser comme concept innovant sur l'alimentation en gélule pour les étudiants. Et je leur dis, c'est pas très innovant,
je ne sais pas où vous allez aller par là, une fois que vous aurez dit que ce sera en gélule. On peut retrouver ça dans plein de films de science-fiction, on peut retrouver ça à la NASA pour les astronautes. Bon, très bien, mais essayons de faire monter un peu en potentiel de valeur votre idée là. C'est quoi les propriétés de gélules? Bon, il rame un peu, on finit par trouver que ça ne prend pas de place. D'accord? Que c'est pratique. Que on n'en met pas partout. D'accord? Donc je leur dis, moi je vous transformerai ça volontiers en un thème qui serait l'alimentation hyper compacte, mais naturelle. Hyper compacte, mais naturelle. Pourquoi c'est un potentiel de valeur intéressant? 1, parce que ce n'est pas des gélules. 2, parce que là, vous commencez à passer des coups de fil à des chefs cuisiniers pour leur dire, chef, on a un contrat d'association à vous proposer avec Dauphine et le Crous. Ce serait quoi? De l'alimentation hyper compacte, c'est-à-dire qui ne prennent pas de place, qui ne coulent pas partout. Mais évidemment, il faut que ce soit bon, il ne faut pas que ce soit sec. D'accord? Et je dis aux étudiants, vous avez quoi comme exemple d'alimentation hyper compacte qui existe déjà? Ils n'ont pas d'idée. Je leur dis Christmas pudding. D'accord? Ceux qui sont nord-africains d'origine, la pastilla. D'accord? Dans les deux cas, c'est gros comme ça. Vous dites, mais il rigole, je vais en avoir fait 2 cuillères. Fatale erreur. Hein? Le Christmas pudding, vous en avez mangé la moitié et déjà c'est... Okay? Oui, non, mais bien sûr. Là, ça passe mieux encore. Bon. Et donc, c'est un très joli programme d'innovation pour des chefs cuisiniers que de concevoir une alimentation qui tient dans un plateau repas hyper compact et qui, du coup, devient facilement livrable par le Crous en fonction de commandes sur une plateforme, jusqu'à 1 heure avant, par exemple. D'accord? Et enfin, j'ajoute, parce qu'il faut toujours penser à la direction générale des services, que comme c'est hyper compact, dans le cahier des charges pour le chef, ça ne coule pas partout. Donc l'amphi, il n'est pas dégoûtant après. Donc on peut manger pendant le cours. Donc ça résout le problème des pauses. D'accord? Ça s'appelle du potentiel de valeur. Okay? La directrice du Crous était absolument fan, celle qui est partie. D'accord? Je n'ai pas rencontré le nouveau ou la nouvelle. Mais imaginez une situation dans laquelle et le président, et les conseils, et les étudiants, et le Crous, vous avez bien bosser en atelier d'innovation. Je ne vous dis pas qu'on va le faire pour réfléchir à tout ça. Vous voyez? Avec mes MTI, on a bossé sur la carte de vœux institutionnelle innovante, parce que j'étais très énervé contre la carte de vœux de l'an passé, que je trouvais absolument nulle. Et je l'ai dit à la directrice de la communication, qui l'a bien pris, mais qui m'a dit quand même, puisque tu as l'air de critiquer, tu as des idées. J'ai dit, là, maintenant, tout de suite, oui, mais non. Je ne vais pas t'en donner là, parce que c'est juste des idées comme ça. En revanche, si tu veux, on met un groupe d'étudiants MTI là-dessus. Et l'an passé, en atelier de conception innovante et approfondie, il y a un groupe qui a bossé sur la carte de vœux institutionnelle innovante. On a sorti des trucs un peu fous de concept card, par exemple, par analogie avec concept car, où Dauphine pourrait présenter ses concepts recherche, ses concepts enseignement, etc. Ou, par exemple, via la fondation ou via notre vice-président chargé des relations avec les entreprises partenaires de Dauphine qui voudraient en profiter pour être partenaires de la carte de vœux et mettre leurs concepts produits ou services dessus, par exemple. Vous voyez? Ce genre de truc. On a bossé aussi sur la carte de vœux virale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait circulé plus de 5 fois pour que le message finisse par s'afficher. Ce n'est pas original en général, mais ça l'est pour une carte de vœux. Vous voyez? Donc, au fond, et pour compléter ma réponse à notre directeur des systèmes d'information, on en a parlé l'autre jour abondamment, si vous prenez Dauphine comme une organisation qui doit innover, le fait, je dis ça très modestement, mais de dire à certains moments très précis du processus, est-ce qu'on ne se mettrait pas un peu en atelier à cette sauce-là et on mélange, je veux dire, administratif, prof, étudiant, ça n'a aucune importance, voir des gens de l'extérieur, et puis hop, on y va. Je pense que il va falloir réserver un bureau à côté de vous. La DSI, on sera à côté de vous pour que vous nous appreniez tout ça. Justement, j'ai demandé des bureaux supplémentaires, ça tombe bien. Voilà, je viendrai moi-même à côté de vous. Je précise qu'évidemment, je l'ai déjà suggéré en diverses occasions et auprès de divers publics, notamment auprès de mes collègues qui gèrent l'incubateur, Philippe Dabsens et ses 2 super assistantes, Estelle et Anne-Sophie, mais que moi, je peux rendre public les horaires des ateliers que je fais dans différents M2, puisque quand même MTI, MIB 206, MEM, MPPBS,
Executive MBA. Bon, là, c'est plus délicat parce que les entreprises payent cher pour ça, mais on peut négocier. D'accord? Si c'est ponctuel, enfin, je veux dire, si c'est quelques personnes, voilà, je communique à l'administration, et puis ceux d'entre vous qui voulaient venir, eh ben, vous venez, quoi. Puis vous faites avec les étudiants. Vous voyez, ça peut être une super idée de... Je n'ai pas forcément le temps d'en faire exprès. Ce qu'on ferait exprès, c'est plutôt sur des thèmes qui relèvent de Dauphine, vous voyez, et de vos projets aux uns et aux autres. Mais en revanche, le fait de se former à l'occasion de la participation à un cours ou à un bout de cours, moi, c'est avec grand plaisir. On est là pour ça aussi. Hein. Voilà, maintenant que c'est enregistré, c'est officiel comme proposition. Merci beaucoup pour votre attention.